Bonjour à vous. Et puis, merci de participer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Je voulais commencer par une petite présentation rapide. Alors, c'est difficile de te présenter rapidement parce que tu as tellement de flèches à ton arc que c'est difficile d'aller vite, mais je vais essayer quand même. Tu as d'abord débuté ta carrière comme comédien, et puis tu es devenu psychanalyste, hein, et particulièrement intéressé par les questions liées à la sexualité, et par conséquent devenu sexothérapeute. Tu as fondé une école de psychologie intégrative destinée d'abord aux thérapeutes pour qu'ils aient une sorte de formation continue et puis qui finalement forment des thérapeutes directement. Tu donnes des cours à plein d'endroits différents que tu vas me rappeler parce que j'ai un peu de mal à te suivre. Tu publies énormément d'ouvrages qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres et Merci. sont souvent sur des thèmes liés à la sexualité, mais pas exclusivement. Et justement, un aspect de toi qui est méconnu en tous les cas de moi, c'est ton amour des belles lettres qui te pousse à écrire et à également avoir cette qualité poétique, enfin de poète, d'écriture poétique. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de ça, puisque aujourd'hui, le thème de notre interview, c'est parler d'amour. Donc, on est tout de suite dans le registre poétique. Et j'attends que tu nous en dises un petit peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu parlais de comment j'ai débuté. En fait, mon rapport à l'écriture, c'est d'abord fait dans un rapport à la poésie. C'est-à-dire que les premières choses que j'ai publiées, et ça remonte à loin, à l'époque j'avais 18 ans, les premières choses que j'ai publiées, c'était de la poésie. Et donc, j'ai publié une petite dizaine de recueils de poèmes chez des éditeurs très confidentiels et puis d'autres un petit peu moins. Et pour moi, le rapport à l'écriture poétique est un rapport qui est extrêmement important parce que j'ai commencé par ça et puis que la poésie est quelque chose qui est présente dans ma vie un peu en filigrane de manière permanente. C'est-à-dire que en dehors d'un temps méditatif tous les matins, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais dans ma bibliothèque qui est derrière moi et puis je sors un livre de poèmes, je lis un texte. Voilà, et puis ça m'accompagne toute la journée. Donc voilà, donc la poésie est pour moi quelque chose qui fait chair, si je puis dire. Donc c'est vraiment pour moi la poésie, c'est vraiment la chair de l'âme. Et donc parler de poésie, lire de la poésie, écrire de la poésie, c'est quelque chose qui est inscrit en moi depuis que je suis adolescent. Et donc, mon entrée dans le lien à la littérature, à l'écriture, c'est fait par les poètes, notamment Arthur Rimbaud, et puisque j'ai passé toute mon adolescence à Charleville-Mézières, donc ville de Rimbaud, et pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon univers. Alors, la poésie, et c'est en lien avec notre thème, la poésie, c'est de l'intime. C'est avant toute chose de l'intimité. Quand on écrit un poème, quand on en lit, on est automatiquement en lien avec ce qu'il y a de plus intime chez celui qui lit, mais aussi chez celui qui l'écrit. Et celui qui écoute aussi la poésie. Donc, il y a une intimité directe dans la poésie et en même temps, ce que je trouve évidemment très beau et qui, moi, me touche et qui me façonne également, c'est le fait qu'on est dans un univers de métaphores, dans un univers de symboles. Voilà, la poésie, c'est pas... La poésie décrit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc la poésie, pour moi, est très en lien même avec la thérapie. Parce que justement, les dimensions métaphoriques, les dimensions symboliques sont inscrites au cœur même de la thérapie.
Et puis aussi, une dernière chose, c'est que la thérapie, la poésie, c'est de l'émotion. Donc, c'est du corps également. Donc, il y a tout ça il y a tout ça qui est en jeu. Et en fait, la poésie, on en lit moins qu'avant, on en achète moins qu'avant, mais elle est quand même présente. Elle est présente naturellement dans le lien amoureux, et puis elle est présente dans l'espace sociétal aussi. Même dans les chansons populaires, la poésie est présente. Il y a des chanteurs qui sont de grands poètes, et pas simplement que les anciens, pas simplement que Brassens, Brel, Nougaro. Il y a des grands poètes actuels et qui écrivent de très, très, très beaux textes, et la poésie continue. La poésie est présente dans le rap, elle est présente dans le slam, elle est présente partout où il y a de l'humain, à mon sens. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui est très profond et qui est très intime. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'intitulé de cette présentation, Paroles d'amour? Alors, c'est-à-dire que moi, j'aimerais vraiment, là, dans cet entretien, aller sur le terrain de la beauté du couple. Euh, C'est-à-dire en tant que thérapeute de couple, évidemment, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec les difficultés, les blessures, toutes les problématiques qui animent le couple quand ça ne va pas bien. Mais si on porte un regard sur quand ça va bien, quand ça se construit, quand ça se partage, dans ces moments-là, il y a, me semble-t-il, un langage de l'amour, un langage naturel de l'amour. Et parler d'amour, c'est parler de soi à l'autre. Et je parlais d'intimité tout à l'heure, c'est parler de soi à l'autre dans une intimité partagée. Donc, le langage de l'amour, et bien sûr, on rejoint la poésie, mais le langage de l'amour, c'est une manière de dire à l'autre qu'on l'aime, de dire à l'autre qu'on est présent à lui, et aussi de demander à l'autre d'être présent à nous. Donc, il y a un partage dans le langage de l'amour, il y a un partage naturel avec des mots qui sont, à mon sens en tout cas, toujours empreintes sacrées. Et donc le langage de l'amour, la poésie, mais il y a plein de formes de poésie, bien entendu. La présence à l'autre, la présence corporelle, c'est aussi un langage. Il y a aussi un langage de l'amour dans le silence partagé également. Ce ne sont pas que des mots. Il y a tout ça qui est en jeu et qui donne à la communication amoureuse et à la communication du lien une force et une profondeur. Donc, il me semble que naturellement, c'est ce que je vois, ce que je remarque, et c'est aussi ce que j'ai vécu personnellement et que je continue à vivre, qu'il y a naturellement, quand on entre en amour, quand on va rencontrer l'énamourement, c'est-à-dire ce sentiment d'amour qui nous envahit pour quelqu'un d'autre, et en espérant que l'autre sent la même chose pour nous, ce sentiment d'amour, il est accompagné d'un langage. Et ce langage, c'est un langage qui est non seulement précieux, mais qui est aussi sacré. On ne se parle pas, quand on est en amour, de la même manière qu'on va parler à son boulanger, à son collègue de bureau et tout ça. Il y a vraiment une espèce de précision sacrée du langage de l'amour. Et il me semble que c'est aussi par cet intermédiaire-là qu'on va réparer le couple quand il ne va pas bien. Il y a le fait de déclarer son amour, mais il y a le fait de le redéclarer également. Et tout ça passe par des mots qui sont des mots qui, la plupart du temps, non seulement sont choisis, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on dit à ce moment-là, il y a quelque chose où on va rechercher un vocabulaire, une grammaire de l'amour très particulière qui fait qu'on va s'entendre, se comprendre, s'accompagner dans le réel, mais aussi dans des strates et des zones de soi-même qui sont plus profondes, voire qui ont même à voir aussi avec des dimensions inconscientes. Donc, le langage de l'amour, celui dont je parle là, c'est-à-dire la poésie de manière générale, cette poésie-là, elle dit quelque chose d'un partage de vulnérabilité. C'est accepter de se dévoiler à l'autre par les mots. Donc, c'est important de se parler, bien sûr, ça on le sait, mais c'est important de se parler pour échanger des informations, voilà, pour faire la liste de courses, pour se dire des choses, se raconter sa journée de travail. Mais c'est important aussi de se parler
avec un autre langage, avec un langage qui est plus sous-jacent aux mots du quotidien, de façon à ce que ce langage-là traduit la dimension sacrée du couple. Et à mon sens, c'est mettre de la conscience dans le lien que d'avoir ce langage-là, que de se donner la possibilité, la joie de pouvoir parler ce langage avec l'autre, et ça donne aussi de la densité à la relation. Et c'est quelque chose qui me paraît extrêmement fondamental dans l'aventure du couple, bien sûr, dans cette aventure à deux, mais c'est quelque chose aussi où chacun se révèle à l'autre dans ce langage-là. Donc, il y a quelque chose qui continuellement est en train de s'ouvrir à travers ces mots-là, et il y a continuellement quelque chose qui est en train de se partager à l'intérieur même de cette ouverture. Ah, alors tu nous parles de parler d'amour, et moi je peux plus pratiquement entendre le mot amour sans penser à ce que disait Marianne Williamson. Nous sommes nés de l'amour et nous avons appris la peur. Et la peur étant la polarité inverse de l'amour. Et je me demandais Tout à fait. quel est le lien entre les paroles et la peur, ou la peur d'aimer, ou les peurs, enfin je sais pas. Mais on peut, dans ce langage de l'amour, dans ce langage poétique de l'amour, on peut aussi dire sa peur. Je parlais de vulnérabilité. On peut tout à fait dire à l'autre, j'ai peur de t'aimer. On peut dire à l'autre, j'ai peur de ce que je ressens, j'ai peur de la trop grande profusion d'amour à l'intérieur de moi. Il me semble qu'il y a un moment dans l'édification du couple où cette dimension de la peur, elle revient, et elle revient naturellement, parce que le couple, il s'édifie par strates. Tout n'est pas acquis dès le début de la relation. Le couple est un travail continuel, et ce travail se fait avec des éléments où il y a de l'amour, de l'incandescence, de la beauté, mais où il y a aussi cette peur qui est toujours là. La peur de perdre l'autre, la peur de se perdre dans l'amour. Et toute cette dimension de peur, il est important qu'elle soit dite, mais qu'elle soit dite dans une recherche de contact avec l'autre, dans une recherche de partage. Et la poésie amoureuse, elle peut dire aussi cette peur. Elle peut dire aussi la peur de perdre l'autre, la peur qu'il s'éloigne. Je ne parle pas de jalousie en tant que telle, c'est-à-dire c'est vraiment comment, en acceptant que ces émotions, et la peur en fait partie, que ces émotions soient présentes dans le lien au couple, dire sa peur, c'est déjà la mettre en travail. Dire sa peur à l'autre avec ce langage de l'amour, qui n'est pas tu me fais peur, qui n'est pas éloigne-toi de moi parce que j'ai peur ou je ne sais trop quoi. C'est simplement que lorsque cette peur elle est présente, c'est de la dire avec l'idée qu'en la disant, il y a quelque chose qui va se dépasser. On est presque dans une question de transmutation telle que les alchimistes le pensaient. C'est-à-dire que la transformation du plomb en or, si je reste sur un terrain alchimique, elle est présente dans le couple. Le couple, c'est la transformation d'un plomb relationnel en un or relationnel. Et dans ce plomb relationnel, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a tout ce qui peut nous encombrer de par nos blessures anciennes. Et c'est important de les dire, mais dans ce langage-là, en les disant de cette manière-là, il y a déjà quelque chose qui se met en transmutation. Et donc, et si je dis à quelqu'un, je t'aime, mais j'ai peur de t'aimer, je suis déjà dans un mouvement où je laisse aussi la possibilité de la parole à l'autre, du dialogue à l'autre. Donc, cette dimension-là, oui, elle est importante, mais l'amour est toujours en train de se gagner. L'amour n'est jamais acquis définitivement. Et qu'est-ce qui fait que l'amour n'est pas acquis définitivement? C'est bien sûr ces dimensions de peur, ces dimensions d'angoisse qui nous ramènent à nos vieilles blessures d'abandon, mais c'est aussi le fait que sous-jacent à ça, il y a une espèce de certitude, si je puis dire, la certitude que le lien à l'autre est sacré. Et je pense que ce qui permet de gravir les échelons de l'amour, c'est cette dimension sacrée de l'amour. Et effectivement, comme tu le disais, nous venons de l'amour et nous apprenons la peur, c'est aussi revenir à la source. C'est revenir à la source, c'est revenir à là d'où nous venons. Et cette source-là qui se gagne et se regagne continuellement, donc ça veut dire qu'il se perd aussi continuellement, tout ce travail-là pour se ressourcer, non pas dans l'autre, mais dans l'amour partagé avec l'autre, ça se dit également.
Et il faut qu'il y ait des mots pour pouvoir le dire. Et qu'il y ait des mots, qu'il y ait une présence aussi à l'autre et à soi pour continuellement revenir à cette source. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui effectivement embellit la vie, mais l'amour aussi, moi je me souviens d'un titre d'un livre d'un psychanalyste qui disait « L'amour est un crime parfait ». Et effectivement, d'une certaine manière, on peut se perdre dans l'amour, on peut perdre son identité, c'est tout ce qu'il y a dans toutes les problématiques de dépendance affective, par exemple. Et donc, c'est à chaque fois, quand il y a une peur, une angoisse qui naît au sein même de l'amour, c'est de pouvoir la dire. C'est de pouvoir la dire et on peut écrire des textes, on peut dire à l'autre des choses qui racontent sa peur d'aimer. Mais dire sa peur d'aimer, c'est déjà préfigurer la possibilité de la perte de cette peur. Donc, c'est ce mouvement-là qui est en jeu. Là, on est vraiment dans la philosophie du couple, bien sûr, mais je dirais presque dans la philosophie sacrée du couple, comme lieu de reconnaissance. Donc, reconnaissance, c'est naître de nouveau avec l'autre, reconnaissance, et c'est ce mouvement-là continuellement qui se met en place. Donc, le couple est un renouvellement perpétuel. Euh, pour parler de renouvellement, justement, j'imagine un couple qui t'écoute et qui voit, comme moi, tes paroles, mais qui n'a pas investi cette dimension poétique dans la relation depuis des années, qui a envie de s'aventurer vers ça. Comment ça peut se passer pour ce couple? Je pense qu'il peut y avoir éventuellement une crainte de maladresse, de tentatives de poésie un peu ratées. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ben oui, mais tu as tout à fait raison, mais tu as prononcé un mot qui est important, c'est avoir l'envie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette envie de partager avec l'autre la beauté qu'il y a en soi, mais de partager aussi avec l'autre la beauté qu'il y a autour de soi également, à partir du moment où il y a cette envie, la question, c'est pas de le faire, ou de bien le faire ou de mal le faire, c'est se donner l'autorisation d'y aller. Parce que, effectivement, beaucoup de couples peuvent être dans l'idée que la poésie, c'est un peu gnangnan, voilà, c'est les petites fleurs, les petits oiseaux, voilà, qui a un côté un peu suranné par rapport à la dimension poétique. Mais en même temps, je pense que la poésie va au-delà de ça, que la poésie, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un engagement de soi par rapport à l'autre, c'est ouvrir ses vulnérabilités à l'autre. Et donc, ça, c'est un chemin, ça se fait par étapes. Et ce qui est surtout important, c'est d'accepter de se tromper. D'accepter de se tromper, c'est-à-dire d'accepter de mal faire, d'accepter que les mots qu'on emploie sont pas tout à fait les bons. Et parce que, là encore, il y a la question du mouvement, parce que ça va se construire petit à petit. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec la poésie, c'est qu'il y a aussi de la surprise et c'est d'accepter de surprendre l'autre. Voilà, sur des choses simples, on peut partir le matin de chez soi et puis l'autre est déjà parti et puis on écrit un poème, quel qu'il soit, et puis on le glisse sous l'oreiller, de manière à ce que quand l'autre va se coucher, il découvre ce poème-là. Ce sont des choses aussi simples que ça. Voilà, c'est des choses posées sur le frigo. Voilà, c'est aussi, moi j'ai travaillé ça avec certains couples, c'est-à-dire envoyer une déclaration d'amour à l'autre, mais l'envoyer par la poste. On habite au même endroit, mais on écrit une lettre, on la poste, on met le nom, on met un timbre, et puis ensuite ça arrive. Voilà, et tout d'un coup, c'est le chemin que font les mots pour partir de soi et arriver à l'autre. Tout ça, ça part de l'envie, bien entendu. Et surtout de ne pas avoir peur de mal faire, parce que c'est l'intention qui compte, si je puis dire. C'est cette envie-là de partager avec l'autre et de partager sur ces dimensions-là. Mais certains couples peuvent très bien ne pas y voir d'intérêt.
Mais à partir du moment où on commence à y voir un intérêt, à ce moment-là, ouais, c'est toujours une aventure qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Et puis, je ne veux pas non plus donner un aspect, un trop grand air de gravité à ce que je suis en train de dire, parce que tout ça peut se faire, ça se fait dans la joie, bien entendu. Il y a quelque chose de joyeux à partager sa fragilité avec l'autre. Voilà, mais c'est cette fragilité-là qui construit la force du couple également. Hein, donc, j'aurais tendance à dire, bah, allez-y, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de dire votre partenaire, eh ben, faites-le, faites-le. C'est juste ce passage-là qui est difficile, juste l'autorisation qu'on se donne. Après, une fois qu'on s'est donné l'autorisation, bon, c'est pas grave. Nous ne sommes pas toutes et tous Rimbaud, Baudelaire ou d'autres grands écrivains et grands poètes. L'enjeu, il n'est pas là. Hein. On n'est pas en train de rendre une copie pour avoir une bonne note. Hein. On est simplement en train de dire des choses à l'autre qui sont des choses précieuses, importantes et profondes. Tu dis des choses précieuses, importantes et profondes, et ça m'évoque le sacré dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu le lien entre la parole, le sacré et l'amour? Ben, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs types de paroles. Il y a la parole informative, c'est-à-dire que j'informe l'autre de quelque chose. Cette parole-là, on la connaît toutes et tous, on l'utilise régulièrement. Et puis, il y a une parole qui est une parole qui dit quelque chose de façon métaphorique, donc qui va le dire sans le dire. On va utiliser des mots qui sont des mots parfois qui ont presque un double ou un triple sens. Cette parole-là, qui est la parole de la métaphore, il me semble qu'elle est naturellement reliée au sacré. C'est-à-dire que quand on lit des textes sacrés, quels qu'ils soient, il y a toujours cette poésie qui est présente. Elle est toujours présente. Et même dans les textes religieux, il y a un fond poétique qui est là. Il y a une manière de dire les choses et où parfois certains textes, il faut les lire, les relire pour en saisir le sens et parfois avec un sens qui nous échappe continuellement. Dans la tradition juive, les rabbins passent des temps infinis à lire et à relire les mêmes textes du Talmud. C'est parce qu'il y a quelque chose qui reste mystérieux. Donc, par rapport à ta question, je pense que cette parole-là, qui n'est pas que de l'information, qui est de l'émotion, c'est une parole émotionnelle. Quand cette parole émotionnelle-là, elle se dit, naturellement, elle s'inscrit dans le sacré, naturellement. Parce que lorsqu'on va dire quelque chose qui parle de ces émotions profondes et qu'on va traduire avec un discours poétique, on sent une vibration différente à l'intérieur de soi. Il faut en faire l'expérience. On sent que ça vibre différemment. Et donc, il y a évidemment une différence entre dire à l'autre, n'oublie pas d'acheter du pain, et dire à l'autre quelque chose qui est de l'ordre de la déclaration d'amour. On n'est pas au même endroit. Et ça ne vibre pas de la même manière. Donc, naturellement, ça s'inscrit dans le sacré. Il y a un chemin naturel entre cette parole-là et la dimension sacrée. Et si je suis sur un terrain plus énergétique, voilà, c'est le 5e chakra, c'est la gorge. Et cette vibration-là, qui est au niveau de la gorge, c'est la vibration de la parole qui a du sens, mais la parole qui a du sens au-delà du quotidien. Qui a du sens au-delà de l'information. Et c'est un chant également. Même si c'est parlé, c'est quelque chose qui chante à l'intérieur de soi, et c'est un chant qu'on va partager avec l'autre. Et donc, je vous parlerai peut-être dans quelques instants d'un poète, d'un grand poète de l'amour que c'est pas que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un dont l'œuvre me fascine. Et si vous me permettez, je me permettrai de lire un texte de ce poète. Voilà, mais dès qu'on est dans ce registre-là, on sent que ça s'élève naturellement, naturellement. Donc cette parole, le sacré, l'amour sont des choses qui sont naturellement inscrites, voilà, dans ce mouvement. Et il me semble aussi que que l'amour, dès qu'on utilise ce mot, il a naturellement une connotation sacrée, naturellement. Donc dire l'amour, c'est forcément sacré.
Je ne vois pas comment il peut en être autrement. C'est-à-dire que tu nous dis là, c'est que la parole est un chemin d'accès au sacré, Oui, tout comme la sexualité aussi est un chemin d'accès au sacré. Alors ça, tu en as beaucoup parlé dans ton dernier livre, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Euh, Et finalement, est-ce que ça signifie que le sacré n'est pas beaucoup plus près de nous qu'on ne le croit, quoi, finalement? Parce que la mais parole et la sexualité, c'est proche de nous. oui, mais le sacré est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que moi, il y avait une phrase il y a quelques années qui m'a beaucoup frappé. C'est est-ce que nous sommes des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle ou est-ce que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine? Et j'ai tendance à penser que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Donc que la spiritualité, le sacré, toutes ces dimensions-là, elles sont naturellement inscrites à l'intérieur de nous. Après, on peut s'en éloigner, on peut les perdre, on peut les oublier. Il y a tout ce chemin-là qui raconte les histoires individuelles de chacun, mais le sacré, il est à portée de main, il est à portée de mots, il est à portée de voix, il est à portée de corps. Voilà, c'est juste le fait de, non pas de le chercher, mais de s'ouvrir à ça. C'est pareil dans le chant, dans la poésie, que dans la sexualité. Et puis, une relation sexuelle, c'est un grand poème. Et le jeu de mots que j'ai l'habitude d'employer, c'est que dans la sexualité, la peau aime. Hmm. Donc, que c'est naturellement présent. Une relation sexuelle sacrée, c'est un poème qui s'écrit à deux, avec l'encre du corps et avec la joie du partage, bien entendu. Donc oui, tu as raison. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Personnellement, dans mon parcours personnel, j'ai beaucoup scindé les choses pendant très longtemps. Et puis là, maintenant, je suis dans un moment où naturellement les choses se réunifient et où je m'aperçois qu'il y avait des choses que je pensais antagonistes qui finalement sont très proches et que finalement le sacré, la dimension spirituelle, elle est pas à atteindre, elle est déjà atteinte. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on en soit persuadé. Et je pense que le travail qu'on a à faire, c'est d'élaguer pour arriver à quelque chose qui finalement est déjà là, à l'intérieur de nous. Alors, Alain, tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais nous lire un poète. Quel est ce poète? Alors, ce poète, c'est évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aime depuis très, très longtemps, c'est Pablo Neruda. Et Pablo Neruda a une œuvre qui est assez considérable, mais dans son œuvre, et notamment dans son œuvre poétique, il y a tout un tas de textes qu'il a écrits, notamment un livre qui s'appelle La centaine d'amour. C'est une centaine de textes sur l'amour. Et ce sont des textes qui sont adressés à l'autre, à sa compagne, aux femmes en général, mais il y a aussi des textes qui sont des textes adressés à l'amour, c'est-à-dire comme si, effectivement, Neruda racontait aussi le fait que aimer l'autre, s'aimer soi, ce sont des choses évidemment importantes, mais qu'il y a aussi le fait d'aimer l'amour, d'aimer cette énergie d'amour qui est là, et donc il y a des odes à l'amour et qui sont sous des formes qui sont des formes très simples avec bon, c'est des sonnets hein, avec voilà 4 vers, 3 vers, hein, donc ouais, c'est très beau, c'est très beau. En plus de ça, Neruda est très bien traduit, donc voilà, ce sont des choses qui moi me touchent beaucoup et il m'arrive très souvent de dire ces textes aussi à voix haute pour sentir leur résonance également. Tu voulais nous lire un poème? Je vais vous lire un poème. Donc, comme vous l'avez compris, ce sont des textes qui sont courts, mais que je trouve puissants. J'ose espérer que ça sera ressenti comme tel. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle La centaine d'amour, hein, dont je parlais tout à l'heure. Sache que je ne t'aime pas et que je t'aime, puisque est double la façon d'être de la vie. Puisque la parole est une aile du silence et qu'il est dans le feu une moitié de froid. Moi, je t'aime afin de commencer à t'aimer, afin de pouvoir recommencer l'infini
et pour que jamais je ne cesse de t'aimer, c'est pour cela que je ne t'aime pas encore. Je t'aime et je ne t'aime pas. C'est comme si j'avais entre mes deux mains les clés du bonheur et un infortuné, un incertain destin. Mon amour a deux existences pour t'aimer. Pour cela, je t'aime quand je ne t'aime pas, et c'est pour cela que je t'aime quand je t'aime. Pablo Neruda. Le fameux Je t'aime, sur lequel Roland Barthes a beaucoup écrit. Oui. Je t'aime, culturellement. Oui. Ben oui, oui, tu cites Roland Barthes. C'est vrai que notamment Fragment d'un discours amoureux, il y a beaucoup de choses aussi qui sont très intéressantes parce que justement, c'est de ça dont on parle. Hein. C'est du discours amoureux, mais c'est aussi de comment il se traduit réellement, concrètement dans les mots et puis dans la présence à l'autre. Parce que là, je parle de poésie parce que c'est le monde d'où je viens, si je puis dire. Je parle de poésie, de mots, d'organisation textuelle. Et d'ailleurs, de textuel à sexuel, il n'y a qu'un pas. Mais dans cette organisation textuelle, il y a quelque chose aussi qui, oui, bien sûr, qui se raconte, qui se construit. Mais j'aurais pu parler de la danse également. J'aurais pu parler aussi de la poésie de la danse, de comment on est en lien ensemble quand on danse. Et c'est quand même assez étonnant de voir que la danse peut être naturelle au début d'une relation et comment finalement on la perd. Voilà. Et si à chaque fois que vous vous retrouvez le soir, et si avant même de parler de ce qu'on a vécu dans la journée, simplement on se retrouve et on danse ensemble. C'est de la poésie, ça. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes, mais ça met les corps, ça met les âmes dans quelque chose qui est tout de suite de l'ordre de la connivence. Tu vois, tu demandais tout à l'heure, Sabrina, en gros, comment on fait, mais il faut bien dire que ce sont des choses simples, que ce sont, me semble-t-il, des choses qui sont naturelles et simplement que l'organisation du temps, la société dans laquelle nous sommes, nous a fait perdre ce rapport à la poésie. Ceci étant, dans les choses très positives qui sont liées à la pandémie, c'est que j'ai vu qu'il y avait eu pour sa première fois depuis 20 ans qu'il y a des ouvertures des petites librairies en France. Il y a 40 petites librairies qui se sont ouvertes. Ça, c'est quand même important. Et que la vente de poésie, elle a monté. Bien sûr, ce n'est pas des millions d'exemplaires, mais que les gens, dès qu'il y a eu ce moment de confinement, ils sont, pour certains, naturellement retournés vers la poésie. Et je trouve que ça raconte quelque chose de ce que nous sommes. Quand nous ne sommes pas dans les contraintes du temps, dans les obligations, voilà, on va naturellement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'autre, c'est l'amour, c'est le lien. Même si des fois c'est un peu compliqué, bien sûr, mais c'est aussi la poésie. Et donc, et parler d'amour, c'est parler l'amour. Hein, et l'amour se parle avec des mots qui sont des mots sacralisés. Et pour moi, l'endroit de cette sacralisation-là, c'est la poésie. Et alors, du coup, j'ai envie de t'interroger sur le silence. Eh oui. Oui, j'aurais tendance à te dire le silence qui suit un texte la lecture d'un texte de Pablo Neruda, c'est encore du Neruda. Hein, et donc, bien sûr que le silence est important, mais dans le silence, il y a la présence. Et que donc, être silencieux, ce n'est pas se taire dans l'amour. Être silencieux, c'est parler autrement. C'est parler autrement à l'autre et c'est parler avec sa présence. Et il peut y avoir, et je parlais de la danse tout à l'heure, on peut très bien vivre des silences magnifiques dans le couple en dansant ensemble, sans forcément un support musical. Voilà, c'est aussi comment on se regarde, comment on plonge dans le regard de l'autre, comment on plonge dans l'âme de l'autre. Bien sûr, le silence est fondamental. Dès qu'il y a des mots, et surtout des mots sacrés, pour moi, le texte que j'ai lu de Neruda, c'est un texte
texte sacré, dès qu'il y a cette parole-là, ben oui, le silence qui suit, c'est un silence palpable, mais c'est un silence qui continue à dire quelque chose. C'est pas, c'est pas arrêter de parler, le silence. Le silence, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est profond et qui, à mon avis, est important dans le couple. Parce que bien souvent, alors ça, je l'ai entendu, je l'ai vu dans mon cabinet et puis autour de moi, bien souvent, le silence dans le couple est pris comme un reproche, est pris comme étant « ah, tu n'as plus rien à me dire » ou « tu as quelque chose à me reprocher, mais tu ne le dis pas ». Voilà, il y a un silence qui informe des choses, mais il y a aussi un silence métaphorique, comme la parole. C'est pareil, il y a un silence où là, il y a des partages profonds qui se font et tu as raison de souligner cette notion du silence, elle est fondamentale. Ça peut être aussi des méditations faites à deux dans un espace silencieux et finalement, beaucoup de choses se disent. Et il y a aussi, me semble-t-il, ça je vais reprendre ma casquette de psychanalyste, mais dans le silence, il y a aussi de l'inconscient qui se partage. Il y a aussi quelque chose de l'impalpable, du non-dissible, qui finalement transite et puis passe de l'un à l'autre. Et mon Dieu, combien de choses on se dit dans le silence pour peu qu'on accepte à ce que ce silence, il soit ouvert, il soit ouvert à profusion. Bien sûr, se parler, se dire des choses profondes et sacrées, mais aussi continuer à se parler dans le silence, c'est fondamental, bien sûr. Ça fait partie, le silence fait partie des mots de l'amour. Le silence fait partie du langage de l'amour, évidemment. Alors justement, dans le langage poétique, j'imagine qu'il y a une dimension subjective, comme pour la beauté. Et j'aimerais avoir ton avis sur comme tu parlais tout à l'heure de sextuels, des sextos. Qu'est-ce que tu penses des sextos? Bah, moi, j'en pense plutôt du bien, moi, des sextos, parce que ça reste, même si on n'est plus dans la dimension épistolaire d'autrefois, il y a quand même quelque chose qui se dit et qui se dit par les mots. Donc c'est plutôt bien. Mais ce que j'entends dans ta question aussi, c'est dans le fait que ce soit subjectif, c'est que si je suis avec une compagne ou avec un compagnon, il n'a pas forcément les mêmes critères qui lui font dire que telle chose est belle ou telle chose ne l'est pas, ou telle chose ne l'est moins. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se dévoile. C'est-à-dire que si je lis ce texte de Neruda à quelqu'un, parce que ce texte, il est important pour moi, il raconte des choses, je dis quelque chose de moi, je me livre. Après, la question, c'est pas pour que l'autre aime obligatoirement comme moi, c'est pas une recherche fusionnelle, c'est juste pour lui dire ma fragilité à partir de ce que je considère être beau. Et peu importe que lui aussi le trouve beau ou pas, l'important, c'est qu'il réceptionne. C'est qu'il réceptionne ce que je lui dis de moi et qu'il réceptionne aussi ce que je lui dis de nous à travers un texte et parfois ce que j'essaye de lui dire, parfois avec beaucoup de maladresse également. Mais on n'est pas obligé d'être au même endroit du partage de la beauté. Ça serait une recherche absolument fusionnelle. On peut avoir une vision de beauté qui est très différente. Personnellement, je suis passionné d'art contemporain, je vais très souvent au musée et j'y vais très souvent avec des personnes que je connais. Souvent, on y va à deux. On ne va pas aimer le même tableau, on va peut-être, l'un va aimer l'expo, l'autre pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire une expérience commune et que dans cette expérience commune, il y a quelque chose qui se partage au-delà de l'informatif, au-delà de quelque chose qui est inscrit dans la réalité, mais qui n'a aucune valeur métaphorique ou symbolique. C'est donc oui, ta question m'amène à préciser que c'est pas une recherche absolument fusionnelle. C'est pas on aime les mêmes choses au même moment et c'est ça qui construit l'amour. Non, là, il me semble que fondamentalement, l'amour, c'est un espace de vulnérabilité partagée et que c'est ça qu'il faut construire et travailler continuellement. Si je reprends ce que tu as dit jusqu'à présent, finalement, les paroles dans l'amour, elles peuvent se dire à l'oral, elles peuvent se lire, parce qu'on peut lire du Pablo Neruda aussi, Mmh. elles peuvent s'écrire sous forme de sexto aussi, quoi. Oui, Et même, on peut même se taire
C'est encore un échange, et tout ça donne accès au sacré. C'est ça? C'est exactement ça, c'est un bon résumé, effectivement. Oui, tu as tout à fait raison, c'est ça. Et effectivement, je reviens sur cette question, du silence, qui est très importante, mais derrière ça, il y a l'intention. Et voilà, c'est-à-dire avec quelle intention tout ça se dit, tout ça se fait, tout ça se partage. Et on a parlé de source tout à l'heure, c'est-à-dire à partir d'où je parle, à partir d'où j'écris, à partir d'où je me tais. Et si la source, le point de départ, le point d'appui, c'est effectivement cette dimension d'amour qui est au-delà de moi, au-delà de l'autre, au-delà du couple, si je vais chercher cette source d'une puissance absolue, qu'on appelle communément l'amour, et ben c'est ça que je ramène avec moi. Et je peux ramener ça dans le silence, mais ce n'est pas n'importe quel silence, c'est un silence qui est chargé d'énergie, qui est chargé de quelque chose qui se dit dans le silence et au-delà du silence, et c'est quelque chose aussi qui, moi, va me faire vibrer de façon différente. C'est ça qui, me semble-t-il, c'est ça qui est important, parce que l'espace de l'amour est aussi un espace qui a une fonction télépathique. Et donc, il y a des choses qui se disent, et puis il y a des choses qui se disent avec des mots, et des choses aussi qui se comprennent autrement, parce que les antennes sont ouvertes et que l'on perçoit quelque chose du vibrant de l'autre, pendant que l'autre perçoit quelque chose de notre vibrant à nous. Et tout ça constitue le langage de l'amour. Et tout ça constitue les langages de l'amour, les mots de l'amour, effectivement. Et on sait très bien que dans cette relation d'amour, quand elle est débarrassée des blessures, des cicatrices et tout ça, et on s'en débarrasse jamais tout à fait et tout à fait complètement, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui se dit sans qu'on ait besoin de se parler. Il y a beaucoup de synchronicités, par exemple, qui se construisent dans le couple, des hasards qui n'en sont pas, des rencontres qui n'en sont pas, qui sont simplement une espèce d'évidence qui se met en place. Et dans cette évidence-là, il y a une réalité qui se construit à deux, bien sûr. Mais en même temps, par rapport à cette dimension sacrée du couple, cette dimension consciente également, parce que conscience et sacré, ça va ensemble, bien entendu, il y a quelque chose aussi qui est au-delà du couple, me semble-t-il. C'est-à-dire que le couple, c'est un espace qui peut être merveilleux, profond, et qui peut nous amener à comprendre un certain nombre de choses de soi-même. Mais le couple aussi, c'est une occasion de rencontre avec le monde, au-delà du couple également. C'est-à-dire que je n'ai pas une perception du couple comme existant et construisant ses fondements sur une île déserte. C'est comment le couple est en lien avec le monde également. Et c'est comment aussi le couple permet de rencontrer les autres. Parce que ça, c'est quand même fondamental. Mais c'est une sociabilisation qui ne se fait pas sur la fonction économique du couple, c'est une sociabilisation qui se fait sur la fonction émotionnelle du couple. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est comment, voilà, quand on va, pour rester à des choses simples, quand on va au restaurant, au cinéma, qu'on marche dans la rue, qu'on se promène à la campagne, qu'on est deux, il y a aussi quelque chose qui se construit à deux pour que la rencontre avec l'extérieur ait lieu. Et ça, c'est fondamental, surtout à l'époque que nous vivons, qui est une époque où on peut avoir tendance à se restreindre, à revenir à quelque chose d'un peu rabougri dans sa vie, parce que justement, c'est ce que tu posais tout à l'heure, Guillaume, parce que justement, il y a des peurs. Voilà, mais le couple, c'est aussi une manière d'aller au-delà de la peur, mais au-delà de la peur aussi dans la rencontre avec le monde, avec l'environnement, avec les autres. Et ça, c'est une dimension importante. Le couple n'est pas simplement que le deux, c'est le deux qui permet la rencontre avec l'autre également. C'est le deux qui permet le trois. Et le trois, c'est le monde, c'est les autres, c'est l'univers, c'est l'impact aussi que l'on a sur ce qui n'est pas soi. Et le deux qui est la rencontre avec l'univers, c'est beau.
Ça peut être aussi la rencontre avec soi. Tout à l'heure, tu Bien parlais sûr. de parler de soi à l'autre. Est-ce que ça peut être aussi la poésie, parler de soi à soi-même? Oui, oui, parce que tout ça n'est pas binaire. C'est-à-dire que quand je parle de moi à l'autre, je me parle aussi à moi-même. Et quand l'autre m'entend, il s'entend aussi lui-même. C'est-à-dire il y a tout ce partage-là. Ça peut paraître très fusionnel ce que je dis, mais c'est pas là que ça se situe. C'est vraiment dans le mouvement et dans l'échange. Mais évidemment, le texte de Neruda que j'ai choisi tout à l'heure, ce texte-là, si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il parle de moi aussi. C'est-à-dire que quand je lis ce texte, même si ce sont les mots de Neruda, ce sont des mots que je m'approprie. Donc, je me parle à moi-même, je me dis quelque chose à moi-même. Et si ce texte, je l'ai lu ici, mais si ce texte, je le dis dans l'intimité à quelqu'un, je me dis des choses aussi à moi. Mais tout ça se dit dans un espace qui est un espace qui a une valeur sacrée. Euh, et où je mets en place aussi une conscience de l'instant, parce que c'est une conscience qui va me faire palper les choses de manière particulière, vibratoire, différente. C'est ça qui est en jeu. Mais bien sûr, se révéler à l'autre, c'est se révéler à soi-même. Et donc, dans le fait de dire de l'intime, il y a aussi le fait de s'entendre dire de l'intime. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement constructrices pour le couple, mais aussi pour soi-même. Bien sûr, on apprend tellement de choses de soi grâce à l'autre, mais aussi grâce à la relation et grâce à l'amour. Voilà, nos plus grands apprentissages, me semble-t-il, se font dans l'amour. Bien sûr, ça se fait aussi dans les blessures d'amour. Bien sûr, on apprend des choses sur soi, mais ces choses qu'on apprend sur soi, on les transmute grâce à l'amour. Et donc, je reste sur la métaphore de l'alchimie. Bien entendu, le passage du plomb à l'or, ben, il se fait aussi, il y a besoin de plomb pour qu'il y ait de l'or, mais ça se fait aussi dans cette dimension de l'amour et dans cette dimension de l'amour où on trouve l'autre et puis on se trouve soi-même. D'ailleurs, c'est Carl Gustav Jung qui le disait, hein, le premier mariage à mettre en place, c'est le mariage avec soi-même. D'abord, je me marie avec moi, je fais couple avec moi-même avant de faire couple avec l'autre. Et donc, de fait, il y a des choses que je n'ai plus besoin de demander à l'autre parce que je les ai traduites, comprises, intégrées moi-même. C'est pour ça que le travail sur soi, c'est pas moi qui vais dire le contraire, il est absolument fondamental, bien sûr. Sinon, l'autre va devenir son thérapeute. Et ça n'a pas de sens. Quoi. Donc, oui, oui. Tu parlais de révélation. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'exercice, l'atelier que tu réserves euh, pour le congrès, que tu réserves au coffret? Alors, je réserve un exercice très simple, qui est un exercice d'écriture, ça ne va pas vous étonner, qui est en fait un exercice de redéclaration d'amour. C'est-à-dire que il me semble que naturellement, on déclare son amour à l'autre à un moment donné. À un moment donné, on dit je t'aime, voire même je te désire, j'ai envie de toi, voilà, qui sont de l'ordre de la déclaration. Et puis, bien souvent, c'est ce que j'ai rencontré dans beaucoup de couples, une fois qu'on a posé cette déclaration, c'est comme si elle était ad vitam aeternam. Voilà, ça y est, ça c'est fait. J'ai dit je t'aime, maintenant c'est terminé. Voilà, donc on a rempli la checklist. Voilà. Et il me semble que redéclarer son amour est quelque chose de fondamental et quelque chose qui participe du mouvement du couple. Donc, à un moment donné, même si on est ensemble depuis 10 ans, 15 ans, voire plus, c'est de prendre le temps de redéclarer son amour à l'autre. Et la redéclaration n'est pas la même chose que la déclaration. Ça a bougé, ça a changé, on a saisi l'autre de façon différente, plus profonde, on s'est saisi soi-même aussi. Et donc, redéclarer son amour, c'est remettre l'amour en mouvement. C'est accepter ce mouvement également, et c'est remettre quelque chose qui crée du projet.
Et donc, ce que je propose, c'est une redéclaration d'amour, tout simplement, et qui peut se faire de l'un à l'autre, mais où les couples peuvent décider ensemble, chacun écrit sa redéclaration d'amour à l'autre. Et c'est forcément, forcément quelque chose que j'imagine comme étant très beau, très puissant, et en même temps très simple, et en même temps tellement simple, tellement évident, mais on a tellement coutume de passer à côté des évidences fondatrices et fondamentales que c'est bien d'y revenir le plus souvent possible. Parfois, la simplicité fait la profondeur. Donc, Oui, tout à fait. exercice pour les personnes qui ont envie de faire cet atelier et qui sont célibataires, il est aussi faisable, j'imagine, par rapport à ça. On peut se redéclarer son amour à soi-même. Tout à fait. On peut aussi, c'est aussi quelque chose qui est très important de se dire qu'on s'aime. Voilà, c'est parce que la déclaration d'amour, elle est, me semble-t-il, toujours fondatrice de mouvement. C'est s'aimer pour semer. Et, euh, et donc c'est s'aimer soi-même, c'est aimer l'autre, aimer l'amour et tout ça. Mais il y a toujours le fait de planter une graine de quelque chose qui se plante et qui va éclore. Donc, tout comme il n'y a pas d'amour conscient sans croissance consciente. Et donc, et cette croissance-là, eh ben, elle est présente dans la déclaration d'amour et dans la redéclaration d'amour. Voilà, c'est une graine qu'on plante. Et puis, après, le problème, c'est qu'il faut savoir l'arroser, il faut choisir la bonne terre. Voilà, c'est toute cette métaphore-là qui me semble fondatrice de ce qu'est l'amour. On n'a jamais trop de poésie finalement dans sa vie. Il n'y en a jamais trop. Ah non, jamais trop, jamais trop. Ça, c'est à utiliser sans modération. Et, et alors, comme on n'a jamais trop de poésie dans sa vie, tu nous as préparé également un lot, un bonus, c'est ça, qui est lui-même Oui, assez poétique, je crois. oui, c'est effectivement, on ne se refait pas. Hein, Voilà, oui, c'est ça. donc effectivement, c'est le coffret de l'oracle de la sexualité sacrée. Ça, c'est le coffret. Et je dois dire que j'ai eu immensément de chance de travailler avec une superbe illustratrice qui est une grande artiste et qui s'appelle Karine Zibo. Et Karine Zibo, volontairement, on a travaillé sur des cartes qui sont en elles-mêmes des cartes poétiques. Par exemple, voilà cette carte-ci, voilà j'espère qu'on la voit bien, On le voit très bien. qui est voilà voilà, je l'ai pris au hasard, savoir installer un temple d'amour. Voilà, voilà. Et donc volontairement, Karine n'a pas fait des illustrations qui sont des illustrations très figuratives pour que les cartes en elles-mêmes soient des cartes qui amènent à l'imaginaire, à la projection, à la profondeur. Voilà. Et puis volontairement aussi, les couples qui sont présentés ne sont pas des couples genrés. Donc, c'est pas forcément, voilà, par exemple, ce n'est pas forcément des couples hétérosexuels. Voilà, ça peut être des couples homo. Voilà. Mais ce sont des couples, c'est deux personnes. Voilà, ça c'est être ludique dans sa sexualité. Voilà. Et puis donc, voilà, où là, voilà, c'est des couples, mais l'important, c'est dans ce travail-là que Karine a fait, c'est de faire ressortir, plutôt que de faire ressortir le genre, c'est de faire ressortir l'âme. Hein. Et c'est ça. Et c'est vrai que les textes qui sont dans le livret, ici, sont des textes qui ont valeur poétique, mais j'ai eu la chance d'être accompagné par une merveilleuse éditrice qui s'appelle Sandrine Navarro et qui m'a dit vos textes, on ne les touche pas parce que voilà, ils viennent de vous. Voilà, c'est-à-dire que l'éditeur n'a absolument pas touché. C'est moi qui ai retouché par-ci, par-là. Et volontairement, on est resté sur des textes où il y a des descriptions qui sont assez claires, mais il y a beaucoup de poésie, effectivement. Et visiblement, ça plaît bien parce que les retours que j'ai sur cet oracle sont
plus que positif, et sur les illustrations comme sur les textes. Est-ce que tu peux nous lire un des textes? Oui, oui, oui. Alors, je vais ouvrir au hasard. Voilà, c'est la carte 25 qui s'appelle « Offrir sa jouissance à l'univers ». Pour beaucoup de nos contemporains, le but d'une relation sexuelle est d'atteindre l'orgasme, comme s'il s'agissait du Graal ultime et nécessaire. La sexualité sacrée ne rejette pas le plaisir orgasmique, mais n'en fait pas une obligation. L'important est la rencontre avec soi-même, l'autre et l'univers. L'orgasme est abordé dans sa dimension énergétique et non dans son axe de récompense. C'est pour cela que la différence est faite entre un orgasme du sommet, on grimpe pour atteindre les cimes, lié à une sexualité génitale et pulsionnelle, et un orgasme de la vallée, on laisse l'énergie onduler par vagues dans son corps entier, plus en lien avec la dimension spirituelle. Dans les ondulations, les vagues de l'orgasme de la vallée, quelque chose de soi se donne, naturellement. On l'offre à la personne qui est avec nous, et si ces ondes voluptueuses, vous les offriez à l'univers, comme un don ultime de soi à ce qui est plus grand que nous. Cette carte vous invite à dépasser le 2 de la relation sexuelle pour aller vers le 1 de l'unité profonde, là où les frontières s'ouvrent et où les consciences s'élèvent. Magnifique, magnifique. Et ô combien en lien avec l'interview d'aujourd'hui. Oui. J'ai vraiment ouvert par hasard. Hein, le hasard n'existe pas, il n'y a que les synchronicités et tu viens d'en faire un. Exactement, ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour ce cadeau, merci pour cette interview, merci pour ce texte, merci également pour ces magnifiques illustrations. Enfin voilà, je ne sais pas très bien quoi dire d'autre que merci. C'est moi qui vous remercie parce que le travail que vous faites, que je suis de loin, mais que je regarde quand même dans votre Université de l'amour, est un travail qui est précieux. Et merci de m'avoir convié à cette préciosité-là. Donc, c'est un merci sincère et profond que je vous fais. Sincère, profond, précieux, on est dans le sacré, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Merci, Bon, merci Alain. beaucoup, Alain.